Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage Digital, une émission retransmise en direct sur viragedigital.fr, ce qui vous permet à vous qui nous regardez de poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Et aujourd'hui, une émission donc sur le thème du cloud hybride, faut-il avoir sa propre solution ou s'exporter chez un fournisseur? Nous allons en parler avec Emmanuelle Olivier-Paul, directrice associée chez Marques. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Nous allons en parler également avec Pierre Fauquenot, DSI de Transition. Bonjour Pierre. Bonjour. Alexis Laporte viendra nous présenter la start-up qu'il a fondée et qu'il dirige Hubware dans une troisième partie d'émission, mais tout de suite je vous propose de revenir sur l'actualité numérique de la semaine avec la revue de presse. Première actualité cette semaine, 7 métiers sur 10 viennent du numérique selon la ministre du Travail Myriam El Khomri. Lors de son discours d'ouverture des rencontres de l'emploi, un colloque organisé par Pôle emploi, la ministre a en effet constaté que sur les 149 métiers apparus depuis 2010, tels qu'ils sont recensés par le référentiel ROM de l'Institut, 105 appartiennent au domaine du numérique, soit un peu plus de 70% d'entre eux. La ministre en a profité pour ajouter qu'en France, 50 000 postes sont non pourvus à ce jour dans le secteur du numérique et 191 000 postes seront à pourvoir d'ici 2022, un secteur plein d'opportunités donc. Deuxième info de la semaine, Orange et Obgenius, filiale du groupe Bouygues, s'associent pour organiser un hackathon autour de la technologie LoRa, la fameuse technologie de transmission de données à bas débit longue distance. Les participants à ce hackathon auront 48 heures pour résoudre des défis autour de la Smart City, de l'agriculture et de la mobilité, un challenge qui se tiendra les 17 et 18 janvier prochains. Et puisque nous allons parler de cloud hybride, un des plus grands acteurs français du cloud, Keops Technologies et Hewlett Packard Enterprise ont annoncé la semaine dernière un partenariat qui concernera deux offres, iCode in Memory et HyperIaaS. La première ayant pour but de faciliter aux entreprises leur migration vers le cloud, la deuxième, HyperIaaS, est comme son nom l'indique une offre infrastructure as a service, où seront proposés les services Hewlett Packard Enterprise avec la particularité que cette dernière est personnalisable pour les entreprises. On écoute tout de suite Nicolas Leroy-Fleuriot, président de Keops Technologies, nous parler de ce partenariat. Ces deux nouvelles offres de cloud sont extrêmement innovantes. Leurs apports auprès des entreprises sont multiples. Pour la première, iCode in Memory, les clients SAP qui vont migrer des environnements R3 4.6 ou ECC 4.7 ou ECC 6 vers ANA, vers S4HANA, ils vont trouver la capacité à migrer dans un cloud avec des appliances HP Enterprise entièrement optimisées pour les environnements ANA et avec des services managés proposés par Keops Technologies, extrêmement personnalisés, des services managés de grande qualité à l'appui de toutes nos certifications ISO 27001, ISO 20000, entre autres. La deuxième offre, HyperIaaS, c'est la première offre de IaaS pur sur des infrastructures entièrement hyperconvergées, basées encore une fois sur des technologies Hewlett Packard Enterprise et sur toute la suite logicielle VMware, avec là aussi une capacité de Keops, bien que ce soit du IaaS pur, à proposer des options personnalisables. Exemple, l'externalisation des données sur bande de manière périodique et l'envoi vers le client. Exemple, des contrats de droit français avec des clauses personnalisables si le client a des contraintes particulières pour ses environnements IaaS. Donc une offre de IaaS pur, sans service managé à la base, mais encore une fois avec une capacité de l'entreprise et à l'appui de la force commerciale d'HP et de Keops, de personnaliser le contrat, de personnaliser les offres, de personnaliser le minimum de prestations qui peut être attendu sur une offre de IaaS pur, sur une architecture encore une fois hyper convergée. Voilà, une offre qui sera également disponible sur le portail des partenaires européens Cloud 28+, dont on vous parlait dans une émission précédente. Et je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette émission, le débat. Cloud hybride, donc, faut-il avoir sa propre solution ou s'exporter chez un fournisseur? Nous en parlons donc avec Emmanuelle Olivier-Paul, directrice associée au sein du cabinet Marques. Emmanuelle, on va peut-être présenter le cabinet Marques en une phrase? Oui, Marques donc, est une société qui a une vingtaine d'années maintenant, qui est née, je dirais, après que les premiers clouds soient arrivés. On n'appelait pas encore ça le cloud. Donc nous sommes un cabinet spécialisé dans l'analyse des marchés et des stratégies de transformation digitale des entreprises et des administrations. Et plus particulièrement, on regarde ce qui se passe en France, tout en ayant bien sûr un œil sur l'étranger, parce qu'on ne peut pas avec le cloud considérer que la France dans un périmètre entièrement fermé. Puisque tout ça s'internationalise et se globalise. Tout à fait. Avec nous également dans cette émission, Pierre Fauquenot, donc DSI de Transition. Pierre, on en parlait avant l'émission, vous avez été DSI, je crois, dans une vingtaine d'entreprises depuis 2002, que ce soit en France, voire même à l'étranger de temps en temps. Tout à fait. Donc mon métier, c'est d'intervenir comme DSI de Transition, donc pour passer d'une situation A à une situation B. Donc je prends la DSI, j'analyse, je simplifie et après, en général, il y a une grosse transformation. Voilà.
D'ailleurs, ma dernière mission, c'était, en gros, le gros du travail a été d'externaliser toutes les infrastructures d'un pays vers un cloud privé, entre guillemets, qui était au niveau du groupe. Voilà. Donc on commence à répondre à la fameuse question de cette émission, c'est faut-il préférer un cloud public ou un cloud privé ? J'imagine que les deux ont des avantages. Pour autant, est-ce qu'il y en a un qu'il faut privilégier par rapport à l'autre quand on est une entreprise ? On peut peut-être commencer avec Marques. Oui, alors ça va beaucoup dépendre. Je pense que Pierre, en fait, tu vas me rejoindre du contexte de l'entreprise. Déjà en fonction de la taille, son secteur d'activité, son historique aussi, parce qu'il y a des entreprises qui ont un exit temps qui n'est pas toujours évident à faire migrer, à modifier, à bouger. C'est d'ailleurs tout l'enjeu et toute la problématique. Donc déjà, il y a une analyse qui était à faire en fait sur le contexte en fait de l'entreprise. Il faut savoir qu'aussi le cloud, quel que soit, qu'il soit public ou privé, sauf si on décide de le faire vraiment entièrement en fait en interne, mais là je parle de cloud privé où nous on préfère parler de cloud dédié qui va être où il y aura un prestataire quand même externe qui va rentrer en ligne de compte, donc on est dans des modes d'externalisation. Et donc en fonction de la typologie de l'organisation, si elle est par exemple un opérateur d'importance vitale, OIV, il va falloir avoir un certain nombre de prérequis qui vont être sur les aspects plutôt, j'allais dire, sécuritaires ou gestion de risque. D'autres ne vont pas être concernés, donc ils ne vont pas du tout avoir ces mêmes problématiques. Donc on a effectivement aujourd'hui, notamment en France, une multitude, je dirais, de cas qui vont se présenter et qui vont plutôt en fait pencher pour le cloud public ou pour le cloud privé. Néanmoins, nous, dans nos études, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que quand même le cloud public aujourd'hui est une tendance forte. C'est plutôt sur ce domaine-là en fait qu'il y a une croissance. Même en France, du coup, les entreprises en France vont plus vers le cloud public. Elles ont une demande en fait vers le cloud public. En fait, il y a eu un changement entre. Alors, il y a dans le cloud public, il y a tout ce qui va être du domaine des applications, donc les applications qu'on appelle en mode SaaS, software as a service, qui par essence elles-mêmes sont du cloud public. Donc ça, déjà depuis quelques temps, en fait, les entreprises ont déjà sauté le pas. Aujourd'hui, dans des grandes organisations françaises, des grandes entreprises, il n'y en a pas une qui n'a pas une application SaaS en fait dans un coin ou qui l'utilise. Donc toutes les entreprises du CAC 40 aujourd'hui, en fait, utilisent une application SaaS sous une forme, en fait, sous une autre ou dans un domaine métier ou en transverse pour de la collaboration, par exemple. C'est un petit peu en dessous dans les entreprises de taille intermédiaire, un petit peu encore en deçà en fait dans les PME, mais il y a un constat au niveau là, de ce cloud public de type applicatif, on va dire. Après, il y a la partie infrastructure, et là on peut avoir différentes configurations. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que sur même les infrastructures, il y a une demande aussi sur du cloud public, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui il y a des grands acteurs, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient maintenant aussi, ils viennent de l'Asie, qui réalisent des investissements et qui proposent des niveaux de service qu'une entreprise seule aujourd'hui ne peut pas suivre. Donc ils ont cette capacité que ne pourront pas, même un acteur en fait dont c'est pas le cœur de métier, je prends une banque, je prends un industriel, je prends un opérateur par exemple. Donc il vaut mieux faire confiance en fait à ceux qui ont l'expertise ou l'expérience et dont c'est le métier pour mettre en place une solution. Alors confiance oui, mais comment en fait ça c'est tout et quels prérequis il faut prendre en compte en fait. Donc là peut-être Pierre pourra donner quelques éléments, mais donc on voit cette tendance aujourd'hui qui est très dynamique. On va vous écouter Pierre juste avant, vous faisiez la distinction entre le cloud public, le cloud privé et le cloud dédié pour que nos internautes comprennent bien. Cloud public, c'est donc qui est créé par une société externe et qui est mise à disposition de n'importe quelle entreprise, en étant fermé, mais qui n'a pas été créé pour l'entreprise qui va l'utiliser. Cloud privé, c'est qu'il a été créé par l'entreprise elle-même pour son utilisation. Vous voulez qu'on revienne un petit peu, peut-être simplifier, oui, il y a des choses... Pour simplifier, on dirait, est-ce qu'on achète des serveurs ? Est-ce que l'entreprise achète ses serveurs ? Et donc, doit tout d'un coup, si un nouveau projet, acheter un serveur, donc déjà 3 semaines d'inertie, l'installer dans une salle machine ou le faire installer. Donc, au sein des DSI, on est séduit par le principe du cloud public parce qu'on appuie sur un bouton. Et ça marche. Et on a la mise à disposition d'une machine qui est déjà installée. Donc ça, c'est très pratique. Et donc, pourquoi s'embêter à bouger des boîtes en métal si on peut juste appuyer sur un bouton et se les faire livrer ? Je pense qu'il y a plusieurs difficultés. Il y a une question de prix de revient. Donc jusqu'à présent, moi j'avais tendance à faire acheter à mes clients des infrastructures parce que le coût était vraiment significativement en dessous. Je pense depuis 2016, il y a vraiment un virage dans la baisse des prix où aujourd'hui, si vous prenez par exemple des infrastructures, on va dire chez le moins cher des moins chers, qui est OVH, il est évident que c'est moins cher chez eux que de le faire chez soi. Cette tendance va continuer chez tous les acteurs. Donc après, tout type d'acteur va... Après,
je dirais ça va être plus ou moins sophistiqué, hein, donc on peut avoir des prestations de services qui vont être construites d'une façon différente chez les uns et chez les autres. Et donc tout dépend du problème qu'on a à résoudre. Si vous prenez aux États-Unis des grands acteurs comme des Apple, des Netflix et autres, ont loué des infrastructures dans la montée en charge de leurs services. Donc ils ont loué très rapidement des capacités en plus. Vous apercevez qu'aujourd'hui, ils commencent à demander des comptes à leurs opérateurs et ils commencent à rapatrier dans des data centers qui sont à eux. Oui, mais leurs services sont arrivés à maturité, ils commencent à faire les comptes et donc, si vous voulez, c'est un marché qui est en pleine ébullition. Sur le fond, pour moi, demain, il n'y a aucun sens à avoir des infrastructures chez soi et a priori, il sera évident demain que ce sera moins cher, plus sûr de louer des infrastructures plutôt que de les acheter. On ira plus vite et ce sera beaucoup plus, ce sera facile et plus solide. Quand vous dites plus sûr, pourtant on aurait tendance à se dire que si on a son propre serveur dans son garage, les données sont plus sécurisées que si jamais elles sont chez quelqu'un d'autre. Et Non, pourtant parce en fait que c'est pas le cas. Non. quand vous louez un professionnel, il va avoir toute une équipe de très haut niveau ils vont amortir ses talents vers plusieurs entreprises. Comment pouvez-vous recruter des types de ce niveau-là dans votre structure? Et bon, j'étais DSI d'une société où il y avait 40 000 personnes. Pour la France, j'avais 11 personnes à l'infra. J'avais des gens ils étaient très bien. Seulement, on faisait appel sans arrêt à des spécialistes à l'extérieur pour nous éclairer. Est-ce que telle décision est la bonne ou pas? Si vous vous adressez directement à un spécialiste qui ne fait que ça, qui a toute une brochette de spécialistes, qui se connaissent les uns les autres, vous avez une véritable expertise en face de vous et c'est beaucoup plus sûr. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, entre autres pour des questions de sécurité, la sécurité est globalement inabordable. Le niveau où la barre est placée, le niveau pour moi est pratiquement inabordable pour la majorité des entreprises. Et donc il n'y a que les grands comptes qui finalement ont les moyens de se payer des équipes de spécialistes pointus. En fait, ce que dit Pierre, il y a plusieurs éléments. Il y a les aspects compétences qui sont très importants. Aujourd'hui, on est sur des projets quand même qui sont complexes. Et aujourd'hui, on est sur un marché en tension au niveau des compétences. Vous le disiez d'ailleurs tout à fait en introduction. Là, on est vraiment, notamment sur les sujets liés à l'architecture, des systèmes d'information qui sont associés, à la sécurité, même des juristes, parce qu'il faut effectivement aussi autour de ça des juristes autour de la table, des gestionnaires du changement, puisqu'on appelle, dans ton métier, tu fais une transition, donc il faut accompagner le changement. Donc ces acteurs-là, en fait, ces profils-là sont difficiles à recruter. Il n'y en a pas suffisamment, en fait. Après, l'autre point qui était évoqué, et je suis tout à fait en phase, en fait, avec Pierre, c'est qu'il y a des grands acteurs aujourd'hui du marché. Il faut voir qu'ils investissent sur la partie services d'infrastructure. Je dis bien services d'infrastructure. Ils investissent des centaines de millions d'euros par trimestre pour maintenir en fait en condition ce qu'on appelle opérationnel leur centre de données, leurs infrastructures, tous les aspects qui sont liés à la sécurité physique, logique, donc là, on les parle hommes, de privé, les compétences. Dans l'entreprise. Non. Là, je parle sur les offreurs de marché, les offreurs de marché, donc en fait, de services de cloud, en fait, notamment publics, dans le domaine des services d'infrastructure. Il est très difficile en fait de pouvoir aujourd'hui les rivaliser en fait au niveau des investissements. Et ils ont une capacité aussi à renouveler régulièrement les technologies. Pour suivre le rythme des technologies aujourd'hui, c'est très compliqué, même sur les aspects effectivement serveurs, mais sur les aspects sécurité. Et après, dès qu'on monte sur les couches applicatives, les gens qui vont pouvoir développer ou suivre en fait sur la partie système d'exploitation, il faut avoir les équipes et ils captent en même temps l'énergie justement sur le marché des nouvelles recrues qui vont venir effectivement chez eux. Donc il y a une équation qui est assez compliquée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les organisations, que ce soit des grands groupes, même pour les plus petits, je dirais, nous, dans une petite structure, un jour, notre serveur est tombé en rade, on a fait le choix, on a dit, c'est plus notre métier, c'est pas notre métier, on sait pas faire, on n'a pas que les compétences techniques, contrairement à des sociétés qui ont des directions de systèmes d'information. Donc, nous, le choix a été fait de basculer effectivement en externe et progressivement, quand on fait un nouveau choix, on essaie d'intégrer cette composante cloud pour demander effectivement. Alors, parfois, elle n'existe pas toujours parce que le marché répond pas à tous les besoins aujourd'hui aussi, quand même, sur la partie applicative notamment. Donc, en revanche, pour les grands groupes, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, plus de 50% choisissent du cloud privé au niveau des directions de systèmes d'information parce qu'il va être plus agile. Ils savent que le cloud public va leur permettre d'accéder à des services en fait innovants qui seraient plus longs à créer eux-mêmes en propre en fait, parce on parlait justement de stratégie numérique, il faut qu'ils aillent vite. Sur les grands de la Silicon Valley qui effectivement, pour une question de rapidité, en fait développer d'abord, passer par des fournisseurs externes avant de rapatrier finalement en interne leur solution. Là c'est plus compliqué après, sur le cloud. Oui, là. Par contre, je pense que
après-demain, ils laisseront à l'extérieur. Oui. Parce que ça sera moins cher. Mais donc ils ont fait une phase d'externalisation, la montée en charge de leurs services, ça leur a permis de conquérir le monde rapidement avec leurs services. Bon, ils refont une bascule inverse, à mon avis temporaire, et ils recommenceront après à mettre à l'extérieur. Après, aujourd'hui, ça coûte parfois, quand on a mis la main, il faut savoir qu'on est dans des modèles d'externalisation sur le cloud. Vous ne revenez pas, on a parlé d'Apple, Netflix, parce qu'ils ont les moyens aujourd'hui pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, certaines entreprises ne pourront pas, si elles mettent la main en fait, dans l'engrenage du cloud, elles sont dans une externalisation, et elles y resteront. Et là maintenant, Pierre, justement, au-delà des coûts, parce qu'il y a effectivement une problématique de rationalisation, etc., avec le cloud, ça c'est très clair, mais c'est vraiment une recherche d'agilité et d'accès à des services innovants, en fait, qu'elles ne pourraient pas créer en propre et dans des délais très très courts, parce qu'elles sont confrontées aujourd'hui à un time to market avec les projets numériques que leur impose leur direction métier et leur direction générale. Oui, pour rebondir là-dessus, la vie d'un DSI qui gère des infrastructures en interne, à peu près 40% de son temps, c'est de traiter avec l'équipe infra ou de traiter avec des problèmes liés à l'infrastructure. 40% du temps du DSI. À partir du moment où on externalise, on fait de l'infogérance, on passe plus que 10% de son temps finalement à observer ce que fait l'infogéreur. Le temps qui est libéré, et donc les ressources qui sont libérées au sein de la DSI, on peut les dédier à l'écoute des métiers, au fait de trouver des solutions, trouver des solutions rapidement aux besoins qu'ils ont ou aux problèmes qu'ils ont. Et les vrais enjeux de demain, ils sont plus sur trouver la bonne solution que gérer des serveurs, gérer la logistique des serveurs. Ça, c'était dans l'ancien temps, entre guillemets. Alors, dans la vie pratique, c'est la vie de tous les jours de tout le monde, de la majorité des gens aujourd'hui. Je rappelle un truc, c'est qu'il y a 100 ans, toutes les usines avaient leur générateur électrique. Et tout le monde est passé sur le grid et a acheté de l'électricité générique. Et donc on va vivre la même chose. On va vivre la même chose pour l'énergie digitale. Et alors, donc là, on parle de savoir s'il faut aller plutôt vers le public ou le privé. Donc il ressort quand même qu'on irait vers le privé. Pour autant, c'est pas le cas encore aujourd'hui dans les entreprises. Il y a ce qui s'appelle le cloud hybride, c'est-à-dire qu'on a du public et du privé. La question qu'on peut se poser, même si on a compris que c'était une transition, c'est est-ce que ce cloud hybride, il est subi par l'entreprise qui est elle-même en transition, ou est-ce qu'on peut mettre en place un cloud hybride en fonction et en adaptant en fait le meilleur des deux en fonction des besoins de l'entreprise? À mon avis, il n'y a pas le choix. On est forcément en hybride parce que tout d'un coup, on va louer, je sais pas, on va voir sa messagerie chez Google ou chez Microsoft. Donc déjà, on est à l'extérieur. On va vouloir faire une synchro. Donc en fait, on va agréger des tas de data. On va agréger des services qui sont sur des tas de data centers. Il y a des offres très intéressantes de fournisseurs qui permettent de faire de la synchronisation de données entre data centers et de quand même garder la synchro principale chez soi ou dans un data center dans son garage ou proche de chez soi public, mais bon, après il y a des questions de licence de logiciels. Si vous prenez par exemple Microsoft met un peu des bâtons dans les roues à tout le monde pour la virtualisation du poste de travail, c'est mon cheval de bataille. En gros, ils empêchent le marché de se développer en imposant finalement qu'on ait des infrastructures dédiées pour ces licences, ce qui est complètement aberrant. On pourrait très bien dire on fabrique ça dans des grosses fermes mutualisées, industrialisées, hyper sûres. Bon, donc vous apercevez que les intérêts de certains éditeurs vont fausser finalement le marché. Bon, ça tiendra pas longtemps, mais pour l'instant c'est comme ça. Mais ça fait partie de la transition. Voilà, donc c'est compliqué. Moi je pense que sur le fond, il est tout à fait logique qu'une grosse usine très industrielle coûte moins cher, soit plus sûre et soit beaucoup plus pratique à utiliser que de se fabriquer sa petite usine soi-même. Maintenant, les informaticiens, ils aiment faire leur petite usine à eux et faire joujou dans leur garage. Oui, certes, mais c'est pas comme ça qu'on travaillera demain. Donc on va vers le cloud public. Pour autant, aujourd'hui, on est dans le cloud hybride. Enfin, c'est-à-dire donc si je comprends bien, on le subit, mais c'est la transition. Pour autant, est-ce que on peut l'aménager, le mettre en place, dealer avec pour qu'il soit le plus efficace possible, Emmanuel? Oui, pour revenir juste pour donner peut-être quelques chiffres aujourd'hui sur l'hybride, plus de 80% aujourd'hui des DSI qu'on interroge sont dans cette situation-là. Et il y a une vraie volonté d'allier le meilleur des différents mondes. C'est-à-dire qu'on va choisir du cloud public pour un certain nombre, pour des choix qui vont être d'innovation, par exemple, d'accélération, de réduction des coûts. On va faire du cloud peut-être privé interne parce qu'on a des périmètres qu'on ne peut pas sortir en fait de l'entreprise. Et puis on a tout un existant aussi qu'il faut qu'on prenne le temps de migrer. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a les DSI qui étaient les plus matures, j'allais dire les plus précurseurs, eux, ils ont un petit peu anticipé la donne. Il y en a
pas beaucoup, il y en a de plus en plus, mais bon, ça prend un petit peu de temps. En revanche, quand même, pour une grande majorité, ils sont plutôt sous contrainte parce qu'ils sont obligés de faire par la force des choses et surtout, il y a cette accélération qui est imposée justement par leur métier, par leurs clients, mais pas que leurs clients, par l'écosystème aussi dans lequel ils peuvent être acteurs. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des partenaires, parce qu'une entreprise aujourd'hui, elle n'est pas en vase clos, son système est interdépendant avec les autres, donc elle ne peut pas être complètement décorrélée du reste. Donc ils le font gérer un peu sous contrainte. Après, il y a des solutions qui peuvent être aussi dans le cloud d'ailleurs, qui peuvent les aider. Notamment, nous, on voit une montée en puissance, ce qu'on appelle des plateformes as a service. Est-ce qu'on peut imaginer un cloud hybride public ? Ça doit faire appel à plusieurs solutions. Bien sûr. Aujourd'hui, toute la logique des Salesforce, Google et autres, c'est de créer des écosystèmes de cloud hybride au niveau applicatif, par exemple. Donc, on est tout à fait dans cette logique-là. Et ils sont très interdépendants les uns les autres. Et après, en fait, on va déporter les enjeux. Parce que qui est la responsabilité ? Il faut, quand le service fonctionne, comme ils sont interdépendants, il ne faut pas qu'il y ait de rupture entre les services. Et donc, c'est tous les services web qui vont être mis en place, ou ce qu'on appelle les API, les interfaces de programmation en fait applicative, qui sont utilisées en fait par ces acteurs, qui sont dans une logique en fait ce qu'on appelle l'économie des plateformes typiquement. Donc là, il y a cette interdépendance et on peut envisager entièrement avoir un cloud hybride qui pourrait être basé au même titre ce que font ces acteurs-là et qui le proposent eux aussi en tant que solution après justement. Pierre, oui. Je pense qu'il y a quand même une difficulté, c'est que avant c'était assez simple. On avait son data center, ses racks, ses serveurs, sa mémoire. Voilà, donc on savait à peu près gérer. C'était compréhensible, c'était physique, on pouvait le toucher. Maintenant, c'est éparpillé partout. Quel est vraiment le bon standard ? Quelle est la bonne pratique ? On est tous perdus, en fait. On est tous paumés. Et ça pullule de tous les côtés. C'est très créatif. Bon, voilà, donc il y a des nouveaux métiers qui vont émerger, d'ordonnanceurs, de services qui sont à l'extérieur. Il y a des outils qui vont venir pour nous aider. Et des nouvelles compétences qui vont combler celles existantes aujourd'hui ou celles qui manquent aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Après, pourquoi le monde ne va pas basculer dans le logiciel SaaS du jour au lendemain ? Une application, elle a 15 ans de durée de vie. Le gros des applications qui sont d'entreprise sont des applications traditionnelles. On ne va pas les jeter. Au nom de quoi ? Comment vous justifiez l'investissement ? Ce qui est très long, c'est de faire l'analyse. C'est pas de programmer, c'est d'analyser ce que l'on veut faire. On ne va pas changer ça. Donc tout le patrimoine applicatif, on vit avec. Alors le problème, c'est que vous avez plein de startups qui parlent dans les micros. Eux, ils n'ont aucune inertie de patrimoine applicatif. Donc ils prennent tout en SaaS. Ils disent le monde est facile. Oui, mais c'est pas la vraie vie dans les entreprises. La vraie vie dans les entreprises, vous avez un DSI. Moi, je suis DSI. On a le poids de ce qu'on appelle le legacy, l'héritage des anciens logiciels, c'est ce qui vous colle, vous traînez ça en permanence, mais il faut vivre avec. Donc ce qui est difficile, c'est d'arriver à simplifier les choses, de passer des messages à ses équipes en externalisant, en louant des infrastructures dans le cloud. C'est quand même une simplification parce qu'on n'a plus de logistique et tout. Donc ça, c'est très accepté par les équipes. Alors, après, quel standard, où est-ce que l'on met ? Il faut une bonne réflexion. Alors là, justement, on parle de l'avis du DSI et des équipes, vis-à-vis des équipes. Quand on est DSI dans une entreprise et qu'on doit expliquer à sa direction générale que les données vont partir à l'extérieur, c'est quelque chose qui est plutôt... ils sont plutôt réceptifs ou ils sont encore un peu frileux Alors moi, j'ai des messages très simples. Je leur pose la question tout de suite. Est-ce que les fenêtres étaient fermées dans tous les bureaux pendant le week-end ? Est-ce qu'il y avait des papiers sensibles sur les bureaux qui traînaient ? Oui, non. Est-ce que la sécurité, c'est un domaine qui ne dépend pas de l'informatique ? Donc, en général, moi j'ai tendance à caricaturer, ceux qui sont ennemis du cloud vont parler de la sécurité. Et souvent, vous avez beaucoup d'informaticiens qui vont agiter le fanion parce qu'ils ne veulent pas lâcher leurs jouets. Donc ça, je pense que ce sont les premiers ennemis du cloud. Après, vous avez des directeurs généraux qui effectivement ne sont pas à l'aise. Beaucoup de DG aujourd'hui ne sont pas à l'aise avec le digital. Donc pour eux, c'est très mystérieux. En plus, ils parlent à des informaticiens qui ont un langage avec plein d'acronymes. C'est très très mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voulez, ils n'ont pas le contrôle. Oui. Ils ne se sentent pas à l'aise. Alors en plus, vous voulez mettre ça dans le cloud hybride, privé, machin, public. On ne comprend rien. Donc... voilà, il y a de la pédagogie à faire et donc la clé c'est de créer de la confiance et la confiance c'est la transparence. Donc il faut expliquer de façon transparente et simple et en français, abordable, voilà ce qui se passe, voilà comment ça fonctionne, voilà qui fait quoi.
Et c'est normal qu'il y ait plein de gens qui interagissent, et voilà comment ça fonctionne. Et là, à ce moment-là, on apporte ce sentiment de contrôle. Voilà, mais je pense que oui, il y a une difficulté avec les codir souvent qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, paradoxalement. Pour conclure, Emmanuel, vous partagez cet avis que les directions générales sont parfois un petit peu plus frileuses à l'idée de partir et que du coup, plus de transparence, enfin c'est peut-être ce que vous constatez, plus de transparence. Oui, mais la confiance, oui, c'est un credo qui est important, mais ça c'est vrai, dès lors qu'on externalise, on externalise bien que ce qu'on maîtrise bien, en fait, c'est souvent ça. Donc là, on est dans la même logique. Après, il est vrai qu'il y a beaucoup de signes extérieurs, et je reviens, qui ne favorisent pas et qui amènent en fait ce doute, quelque part, dans les esprits, pas obligatoirement de ceux qui ont la technique dans les mains, donc notamment des directions générales, mais aussi des métiers. Il y a des réglementations aussi qui arrivent, qui changent et qui viennent alourdir. Je pense à la prochaine réglementation européenne sur la protection des données qui va arriver début janvier 2018 et qui va imposer même aux organisations avec des risques derrière, donc qui peuvent s'élever à un certain pourcentage du chiffre d'affaires si elles n'ont pas mis en place les moyens justement garantissant la protection de leurs données, notamment des données à caractère personnel. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là, il y a du doute qui peut survenir. Je pense qu'il faut revenir à des choses didactiques, il faut bien expliquer, donc il y a la confiance et surtout bien expliquer. Je suis d'accord avec Pierre que la sécurité, c'est pas qu'un élément qui est technique, c'est plein d'autres choses, c'est beaucoup d'humains, énormément d'humains, et donc ça, il faut le remettre dans le contexte. Et qu'aujourd'hui, les acteurs du marché qui proposent ces solutions-là sont a priori à un niveau de sécurité bien supérieur que ce que pourraient faire les entreprises elles-mêmes, en fait, si elles voudraient effectivement arriver à ces niveaux de service. Donc nous allons vers le cloud public et pour l'instant on met en place et on subit un petit peu le cloud hybride. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur le sujet du cloud hybride. Merci. Qui est un sujet complexe et donc qui fait beaucoup parler de lui. Et je vous propose maintenant d'accueillir Alexis Laporte qui va nous présenter la start-up qu'il a fondée, donc Hubware. Le pitch de la semaine, donc c'est avec Alexis Laporte qui va nous présenter la start-up Hubware. Bonjour Alexis. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes le fondateur de Hubware. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement donc, l'activité de Hubware ? Oui, assez simplement, en fait, nous on considère que le service client en général, c'est pas très bien géré par les entreprises. C'est-à-dire que quand on a un problème, on est souvent excédé au téléphone ou aux emails. Et donc on se dit qu'il est temps d'apporter des solutions vraiment différentes. Donc on a une approche qui consiste à construire des assistants professionnels pour les entreprises, pour les aider à gérer l'ensemble des demandes. Donc ça veut dire que l'opérateur qui est censé répondre, ou l'équipe de support client, va avoir un robot qui va l'aider à répondre aux emails, aux appels et aux chats. C'est ce qu'on appelle les chatbots en fait, ou c'est plus large que ça ? Non, le chatbot c'est la combinaison des chats, donc tout ce qui est poser une question à une marque sur Messenger par exemple, sur Facebook. Et on va y mettre un robot derrière qui va répondre à tout. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vraiment trop compliqué d'arriver à avoir un robot qui soit suffisamment pertinent pour toutes les questions. Donc on ne fait pas des chatbots. Un chatbot, c'est une éventualité future. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on connaît les règles de réponse que suivent les humains, c'est-à-dire qu'ils ont très souvent un script en fait, en fonction des questions, ils vont aller chercher les réponses et faire une réponse. Pourquoi ne pas l'automatiser directement en fait, via un service ? Il faut d'abord apprendre. Aujourd'hui, on a des technologies qu'on appelle l'apprentissage automatique, machine learning, qui permettent de faire que le robot va progresser dans le temps. Donc il faut démarrer avec des questions qu'on maîtrise bien. Donc dans le e-commerce par exemple, ça va être où est ma commande, ou j'ai reçu la commande est incomplète, ou elle est endommagée. Là le robot va savoir quoi répondre. Et selon le choix de l'entreprise, on va répondre automatiquement ou d'abord apporter la réponse à l'opérateur pour qu'il la valide ou qu'il la complète si il trouve qu'il manque quelque chose. Et dans le futur, du coup, avec le machine learning, et donc, ce qui est une des composantes de l'intelligence artificielle, il pourra être amené à répondre à d'autres questions pour lesquelles il n'est pas encore capable de répondre aujourd'hui. En fait, après, il s'adapte à l'entreprise dans laquelle il va être implémenté, si je comprends bien. Absolument, oui. L'objectif, c'est que dès à présent, les entreprises qui utilisent nos assistants commencent à capitaliser sur tout ce que le robot apprend pour petit à petit dégager les opérateurs de plus en plus de questions pour qu'ils puissent se concentrer sur des choses plus importantes à valeur ajoutée plus forte.
Où est-ce qu'on peut trouver la solution aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques clients, sites de e-commerce par exemple, qui utilisent la solution. Donc pas en front, puisque pour l'instant ce sont les opérateurs qui l'utilisent pour répondre aux emails et au téléphone. On a des clients comme Brico Privé ou Beauté Privée, qui sont des sites de e-commerce, qui utilisent notre solution. L'impact, c'est que de 30 à 50% des emails peuvent être traités en automatique. Et sur les appels, l'objectif c'est de réduire le temps d'appel de dizaines de secondes, par exemple 40 secondes de temps d'appel en moins, par le fait que l'assistant va fournir toutes les réponses à l'opérateur pendant qu'il est au téléphone. Ne serait-ce que lui donner l'état de la commande, détecter qu'il y a un problème qui va probablement être le problème de la personne, par exemple s'il y a un produit qui n'a pas été envoyé, c'est très certainement ce pourquoi la personne appelle, donc il va proactivement lui présenter les éléments. Petite question comme ça, comment vous est venue l'idée de créer un bot qui va venir aider les services clients ou autres ? C'est-à-dire que vous-même vous vous êtes rendu compte, vous avez fait le constat un jour qu'en étant dans un service client, ou l'opportunité est venue comment ? Le constat, tout le monde peut le faire. Oui, c'est vrai qu'il suffit d'appeler en fait pour se rendre compte que la réponse n'est jamais là. Le problème avec mon opérateur il y a peu de temps, c'est vraiment énervant. Donc l'idée vient de là, ça c'est sûr. La possibilité de le faire, c'est déjà c'est pas notre première entreprise, donc on s'est réunis, on est 4 fondateurs, on s'est dit il y a vraiment un sujet là. Technologiquement, c'est rendu possible par les avancées récentes, donc du machine learning pour la partie comprendre ce que disent les gens, et ensuite pour installer l'assistant dans l'entreprise, c'est vraiment facilité par, vous en parliez tout à l'heure, les API, qui permettent de très facilement aller récupérer les informations nécessaires ou mettre à jour des informations pour pouvoir suivre le raisonnement que va faire l'humain, sauf que ça sera le robot qui le fera instantanément et qui fera toute la partie un peu pénible à sa place. Dernière question, ça a été créé il y a combien de temps ? En 2016, en avril 2016, donc aujourd'hui on a 3 clients. La semaine prochaine, on organise une conférence à Paris où on va faire justement un retour d'expérience. Puis l'entreprise va grandir en 2017, on est 7 personnes là actuellement. Merci beaucoup Alexis d'être venu nous présenter donc Hubware, en espérant que ça aura peut-être donné des idées aux gens qui nous regardent. Le contact d'un de vos collaborateurs, d'ailleurs Pete, va s'afficher à l'écran. Merci à vous également donc, d'avoir participé à ce débat, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à retrouver le replay dès demain matin sur viragedigital.fr, mais également sur nos sites partenaires qui sont donc IT for Business, ZDNet, PC Expert et Silicon. Pour ceux qui voudraient nous écouter en voiture ou dans les transports, je vous invite à télécharger le podcast de l'émission sur l'iTunes Store, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi prochain, pour un nouvel épisode de Virage Digital. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.